Parce que tu sais, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit en interview. Je veux l'exclu. Ah, je te donne une excuse. Je déteste les réseaux sociaux. Je déteste ça. J'ai toujours détesté ça. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de dire aux gens qui veulent se lancer sur LinkedIn, n'ayez pas peur de ce réseau comme moi. J'en ai eu peur au début. Ça, j'en ai peu parlé en interview, mais ça m'arrive souvent de me taper genre une journée entière où sur Spotify, j'ai que des génériques de dessins animés que j'écoute. Tu vois, ta question, c'est tu viens d'où ? Bah, de nulle part. Et alors ? Voilà. Et alors, on peut quand même faire des choses. Aujourd'hui, pour un secteur, un produit lancé, t'as 400 concurrents minimum. Donc, ce qui va faire la différence, c'est toi. Et pour être très honnête avec toi, à un moment, LinkedIn, pour moi, c'était devenu une charge mentale. Bonjour Dorit. Hello. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi, très contente d'être là. Merci pour l'invite. Une invitation qui est faite avec cœur. On te voit très souvent sur LinkedIn. Ça fait quelques mois qu'on échange et j'avais hâte d'échanger avec toi sur ton parcours, comment t'es arrivée justement à être formatrice LinkedIn, à faire un parcours incroyable comme aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans les détails de ton parcours pro, j'aimerais savoir qui est Dorit. C'est une question que je me pose tous les jours. Surtout en ce moment. Écoute, Dorit déjà parle d'elle à la troisième personne. Non, je suis très attachée à mon enfant intérieur. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important de me rappeler qui je voulais être quand j'étais petite. Et j'ai jamais perdu cette âme-là. Et pour moi, on ne doit jamais la perdre parce que c'est ce qui fait qu'on reste ancré et qu'on ne se perd pas dans la vie. Parce qu'il y a toujours un moment dans la vie où on se dit « mais je suis qui ? Je veux faire quoi ?» Ou alors, tu sais, t'as des propositions où tu fais des rencontres et à un moment, tu te réveilles et tu te dis « mais est-ce que je me suis pas perdue dans tout ça ?» Et pour moi, la meilleure façon de rester vrai, de garder cette essence, tu vois, cette pureté, cette innocence et cette part de magie, c'est de garder son âme d'enfant. Pour moi, c'est la meilleure partie de nous-mêmes. Donc, tu vois, par exemple, Dorit, elle collectionne les cartes Pokémon. Elle a pris un abonnement à ADN, tu sais, je sais pas si tu connais, c'est comme Crunchyroll, tu sais, c'est pour regarder les animés exprès pour regarder Dragon Ball Z, parce que c'est ce que je regardais quand j'étais petite, et pareil, les cartes Pokémon, quand j'étais petite, j'en avais, j'ai 30 ans, hein. Donc du coup, notre génération, dans les années 99-2000, c'était cartes Pokémon, et ça, j'en ai peu parlé en interview, mais ça m'arrive souvent de me taper genre une journée entière où sur Spotify, j'ai que des génériques de dessins animés que j'écoute. Et ça me fait beaucoup de bien et ça me ramène encore une fois à la meilleure partie de moi-même parce qu'on est dans un monde où tout va très 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 vite et on peut se laisser un peu bouffer par l'anxiété, par je sais pas, la négativité, tu vois, de se dire putain mais le monde part en couille et il y a des guerres, il y a ci, il y a ça, l'écologie, on va pas se mentir, c'est pas du fatalisme, il y a beaucoup de choses qui vont mal. Et cette part de magie, franchement, on peut très vite la perdre. Et pour moi, le danger, c'est ça. Et à partir du moment où tu perds ton âme d'enfant, tu deviens triste et tu deviens vide et creux et sec, comme un tronc d'arbre. Je ne veux pas être un tronc d'arbre. Donc du coup, voilà. Dorit, fondamentalement, je pense, si je devais la définir, c'est quelqu'un qui veille énormément à ne pas se perdre dans ce monde qui va très très vite et qui est beaucoup trop bruyant pour nous, surtout moi qui suis très sensible. Et ça passe par un rapport très très fort à l'enfance et qui est finalement de l'intelligence émotionnelle. C'est ce qu'on retrouve dans ton parcours, dans tes posts. Pour les personnes qui te suivent ou qui te découvrent, vont voir justement cette ligne de fond. Tu es brute, tu es naturel, tu es sincère dans tes posts. Et ce qui marche aujourd'hui, ce qui fait ta réussite, ton début de réussite, je dirais la réussite est déjà un peu entamée pour toi. Quand j'ai découvert ton ouvrage, il y avait de l'humour, il y avait de la sincérité, il y avait aussi des punchlines parce qu'en fait tu es comme ça pour t'avoir découvert en dehors de l'interview. Comment tu arrives à être, on va dire, la reine de LinkedIn avec ce parcours, cet apprentissage? D'où tu viens? Mais moi, je viens de la misère totale, en fait. Et je pense que c'est pour ça que, tu le diras, hein, il n'y a pas de différence entre le off et le in. Je suis vraie et je changerai jamais. Et je vais jamais me conformer, me normer à un monde qui est pas le mien parce que ce monde-là, c'est pas mon monde. Et je ferai jamais en sorte d'être différente pour appartenir à ce monde parce que justement ma force c'est que je fais pas partie de ce monde. Donc aujourd'hui, je peux donner de l'espoir et être un peu porte-parole et inspirer ces jeunes qui sont pas de ce monde-là, mais aujourd'hui je leur dis mais vous pouvez quand même en faire partie et casser les codes et dire eh ben putain, je viens de citer
Et j'ai pas fait d'études, j'ai juste un bac, mais quand même, on peut arriver à faire des trucs cool. Et moi, à la base, j'ai grandi dans un immeuble HLM de 18 étages à Alfortville, dans le 9-4. Il y avait des cafards partout. On allait au Resto du Cœur avec ma mère. Ma mère, elle me tapait. J'ai été harcelée à l'école. Elle m'a mis dehors quand j'avais 18 ans. Tu vois, il y a un background. Et tu te dis jamais que tu vas arriver à faire des plateaux télé, tu vas aller à l'Assemblée nationale. Jamais dans ta vie, tu te dis ça. Et pourtant, tu le fais. C'est du travail, c'est le bon moment, c'est une part de chance. Et c'est des bonnes rencontres. Mais à la base, rien ne te prédestinait à arriver où tu étais. Pas du tout. Pas du tout. Alors, il y avait le rêve. Il y avait le rêve de dire, bon... T'as toujours aimé écrire, t'as des messages à faire passer, fais-le, mais t'as des barrières mentales, t'as des pensées limitantes, notamment celle de dire c'est pas mon monde, oula, je vais pas essayer, je laisse ça pour les autres, ceux qui ont des contacts, ceux qui ont du piston, toujours pareil, et tu te dis moi je vais rester dans mon coin, dans mes jobs alimentaires, et c'est tout ce que je mérite, et c'est tout ce que je sais faire, et c'est tout ce que je pourrais faire, et c'est les seules portes qu'on m'ouvrira. Et ben les portes, tu fais quoi? Tu les éclates, et si les portes t'arrives pas à les péter, tu passes par la fenêtre. Et oui, et c'est ça, et c'est la vie. Et personne va venir taper à ta porte et te dire c'est vous qu'on veut, jamais. Nous, les gens comme moi, jamais de la vie, ça se passe pas comme ça. Il faut péter les fenêtres. Et si on t'entend pas, tu prends un porte-voix encore plus grand. Et moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. À la base, je cherchais un CDI. Et via Indeed, via Pôle emploi, via Monster, ça donnait rien du tout. Parce que... voilà, je sais pas, peut-être trop d'expérience, pas assez d'expérience, trop de tatouages, pas assez de tatouages, tu vois, tu sais jamais vraiment, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui va pas, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde du travail où il faut que tu viennes des 5 mêmes écoles de commerce, on veut des clones, on veut des robots, c'est nul en fait, elle est où l'altérité ? Elle est où la créativité d'avoir des gens différents? Et en plus de ça, c'est de la discrimination. On voit que tu viens du 9-4 ou ci ou ça. Maintenant même, on te juge sur ton adresse pour dire que t'es une racaille ou quoi que ce soit. Donc, ça donnait rien. Donc, j'ai fait quoi? J'ai dit, ah ouais, donc vous voulez pas de moi là-dessus, y a pas de souci. Je vais essayer LinkedIn. C'est le seul truc que j'ai pas essayé. Et voilà ce que ça a donné. J'ai fait, très rapidement, au bout d'un mois de création de contenu, j'ai fait un post où j'ai été moi-même à 200%, j'ai pas cherché à tricher parce qu'en fait, je me suis dit, ça sert à quoi? Tu vas être dans un taf, tu vas jouer un rôle, tu vas rester 4 mois, 5 mois, au bout d'un moment, ça va te gaver d'avoir un masque, de pas être toi-même et tu vas te barrer. Non, on mérite mieux que ça en fait. On mérite d'aller bosser de 8h à 18h et d'être soi-même et de se sentir bien dans notre peau et pas d'avoir la boule au ventre et de dire je pourrais pas dire que je suis lesbienne, je vais devoir porter un t-shirt manche longue et faire toujours attention à pas le remonter pour qu'on voit mes tatous. Non en fait, non, on passe toute sa vie au taf, on mérite mieux que ça. Donc moi je me suis dit je vais être moi-même à 3000%. Si je suis marrante, je suis marrante, si je suis lesbienne, je suis qui je suis, tu prends pas, classe. Je suis désolée. Non mais c'est comme ça, non mais vraiment. Et j'ai fait du coup très vite un post où j'ai parlé des tatouages en milieu professionnel, où j'ai dit qu'en fait pour moi on doit pas juger un candidat sur son apparence, on doit le juger sur les seules choses qui nous intéressent, c'est le potentiel. Ses compétences, son savoir-faire. C'est ça, tes compétences, ton savoir-être, même, je dirais, au-delà du savoir-faire, parce que réellement, aujourd'hui, dans le monde du travail, tout s'apprend, à part des tafs comme médecin ou, je sais pas, astronaute ou avocat. Oui, là, il faut que t'aies un savoir. Mais sinon, tout s'apprend, donc le savoir-être. Donc, j'ai été moi-même à 10 000%, j'ai dit ce discours-là. Voilà, les compétences avant l'apparence. Et apparemment, ça a résonné, Dieu bénisse, dans la tête de beaucoup de personnes, parce que le post, il a fait plus de 2 millions de vues, plus de 23 000 likes, et j'ai reçu plus de 200 propositions d'emploi. Et de là, ça a continué. Il y a BFM Business qui m'a proposé d'être chroniqueuse très rapidement, donc quasiment dans la foulée du post. Et aujourd'hui, Dieu merci, je suis pas forcément croyante, mais tu sais, c'est mon expression en ce moment, Dieu merci. Mais ça continue, il y a beaucoup de belles choses qui se passent. Et pour moi, c'est un grand message. Tu vois, tu vois, ta question, c'est tu viens d'où? De nulle part. Et alors? Voilà. Et alors, on peut quand même faire des choses. Et c'est pour ça que, tu vois, j'en parle et je vends ma vie. Clairement, je vends ma vie et j'ai pas de pudeur. Tu vois, avant l'interview, je t'ai dit, tu me demandes ce que tu veux. J'ai aucun tabou. Parce que tu sais, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit en interview. Je veux l'exclu. Ah, je te donne une excuse. Je déteste les réseaux sociaux. Je déteste ça. J'ai toujours détesté ça. J'ai passé 5 ans...
il y a quelques années, sans réseau, j'ai jamais été aussi heureuse qu'à ce moment-là parce que j'étais connectée à la vraie vie, avec les vrais gens, avec le vrai monde, avec les vraies émotions. Les gens ne me connaissent pas, mais tu sais, je suis une grosse poète, j'écrivais mes poésies dans mon carnet, je dessinais, et j'étais très très bien comme ça. Mais le problème, c'est que quand tu as des messages à faire passer et que tu les gardes pour toi, eh ben personne les entend, forcément. Et aujourd'hui, le meilleur porte-voix que tu puisses avoir, c'est les réseaux sociaux. Et moi, je l'ai vu quand j'étais plus jeune. J'étais sur Skyrock à l'époque, j'avais 16 ans. J'avais 3 blogs qui ont eu beaucoup de succès. J'ai été en page d'accueil de Skyrock pendant 3 mois sur chacun de mes blogs. J'ai été choisie par Skyrock et par les internautes. Je sais qu'à l'époque, j'avais déjà aidé beaucoup de gens par rapport à mon contenu. Et je me suis dit que je pourrais aussi faire la même chose sur LinkedIn. Et c'est ce qui se passe. Donc, tu t'obliges, en fait. Tu te mets un coup de pied au cul et tu te dis... C'est pas de la prétention, tu vois, de dire « Waouh, je suis investi d'une mission divine, les gens ont besoin de moi, personne m'attend. » Mais je sais sans prétention que j'ai un vécu qui peut résonner et qui peut aider des gens à se sentir moins seuls. Donc aujourd'hui, en vrai, quand je fais mes posts, je m'adresse peut-être au Dorit d'avant qui était seul et tu vois, qui était trigger en mode... Ouais, mais personne me comprend et de toute façon, je suis dans la merde et je resterai dans la merde. Et moi, franchement, j'aurais aimé qu'à l'époque, il y ait quelqu'un qui me le dise soit frontal, soit que je dise quelqu'un qui me dise non, c'est possible, crois en toi, tu vois. Et j'essaye d'être cette personne-là aujourd'hui. Justement, tu dis que les réseaux sociaux, tu les détestes et pourtant, tu es dans les top voice, on dit sur LinkedIn, top position, et tu as même fait un ouvrage sur les conseils pour exploser son profil, trouver des recruteurs, des clients. Comment t'expliques ça? C'est que tu les détestes, en même temps, malgré toi, tu es devenu numéro 1, 2, 3 En fait, oui, effectivement, j'étais numéro 1 marketing France de LinkedIn et numéro 3 des femmes toutes catégories confondues de LinkedIn dans un classement récent Favicon. Je suis ambassadrice LinkedIn France. Mais on va être honnête, c'est pas du hasard, c'est beaucoup d'observations. J'ai toujours aimé écrire, je t'ai dit, j'ai toujours écrit. Quand j'avais 16 ans déjà, j'ai été reconnue pour ça sur Skyrock. J'avais un blog où je faisais des bandes dessinées, j'avais un blog où je faisais des écrits philosophiques psycho, qui ressemble d'ailleurs pas mal à ce que je fais sur LinkedIn. En réalité, vraiment le côté spirituel et développement personnel, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, qui m'a toujours sensibilisé. L'intelligence émotionnelle, c'est un truc, tu vois, ça me fait grave vibrer. Et j'avais un blog chronique humoristique que je fais parfois sur LinkedIn aussi, que je pense que je vais plus développer. Et l'écriture, ça a toujours été un truc où j'ai eu des facilités. On n'est pas là pour faire de la fausse modestie. Quand j'étais au collège, au lycée, j'étais première de la classe en français. Les profs, ils lisaient quasiment systématiquement mes rédactions en classe. Je le sais que j'ai un truc dessus. Oui, tu avais déjà cette fibre-là. Oui, je le sais. Mais après, attention, chaque réseau a ses codes. C'est-à-dire que si t'es la queen d'Insta, tu peux pas être la queen de LinkedIn. Ça n'a rien à voir, et inversement. Donc, quand je suis arrivée dessus, franchement, j'ai flippé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un peu, pas la guerre, parce que le terme est mal choisi et je suis quelqu'un de très pisse, mais j'en ai un peu marre, tu vois, de ces gens qui vont te dire « Ouais, la création de contenu, c'est compliqué. Attention, il faut... un peu mystifier, tu vois, le fait d'optimiser son profil, de créer du contenu. » Et j'ai l'impression que ces gens-là, ça les arrange, en fait, que les gens croient qu'ils font un truc de ouf pour qu'ils ne sachent jamais le faire et qu'ils les voient comme des dieux vivants. Mais en fait, pas du tout. Moi, j'ai aucun mal et aucune gêne à dire que ce que je fais, je vais pas dire que c'est pas ouf parce que je vais pas non plus amenuire mon travail, mais en réalité, tout le monde peut le faire en fait parce que je l'ai fait et que certes, j'avais des facilités d'écriture, mais si on regarde les faits et qu'on est pragmatique et concret, je suis arrivée sur LinkedIn, je me suis posée, j'ai observé et j'ai dit ok, donc ils font tous quasiment comme ça. Je me suis beaucoup observée moi-même, j'ai dit par contre ceux qui font comme ça j'aime pas donc je le ferai pas chez moi. Typiquement exemple, les posts écrits d'un bloc, sans saut de ligne. Je les lis pas, pour moi c'est indigeste. Donc clairement je vais pas le faire chez moi. Donc beaucoup d'observations et tu te renseignes un petit peu aussi, tu vois, tu potasses quelques articles, enfin je sais pas, il y a un moment tu te mets un coup de pied au cul et t'es autonome, t'es grand quoi. Donc finalement j'ai appris sur le tas. Et aujourd'hui, moi j'ai vraiment envie de dire aux gens qui veulent se lancer sur LinkedIn, n'ayez pas peur de ce réseau comme moi, j'en ai eu peur au début parce qu'en vrai, c'est pas ouf. On en parlera après, je donnerai des conseils concrets, mais
quand il s'agit d'optimiser son profil, quand il s'agit de créer du contenu, c'est des codes. C'est bête, c'est vraiment tout con, c'est des codes. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de commerce, une école d'ingénieur, d'avoir un bac+18 ou quoi. Il n'y a rien de ouf, vraiment. En tant qu'expert du web, beaucoup de personnes me disent « Ah, les sites web, c'est compliqué. En plus, être présent sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est incontournable, c'est compliqué. Il faut avoir les codes de Facebook, même si ça a été vieillissant de plus en plus, sur Insta, sur LinkedIn. C'est vrai que c'est énergivore. Et je suis complètement d'accord avec toi. On a tendance à dire tout est compliqué dans un certain avantage financier ou autre, peu importe, mais tout est un peu simple du moment où on s'y intéresse. C'est ce que toi tu dis là. Et justement, ce que je voudrais que tu transmettes aujourd'hui, c'est que tu dises, en fait, c'est pas si compliqué, et les bons tips. Parce que entre la bannière, le titre, on se tord le cerveau en se disant oui, mais attends, il faut que je dise quoi? Mais si j'ai 2 activités, c'est compliqué. Ah, si j'en ai 3, si j'ai une reconversion. Qu'est-ce que tu dirais pour bien réussir son profil, mais de manière simple? Voilà. Déjà, tu vois, je vais te dire un truc, c'est que ce qu'on va faire là, il y a plein de gens qui veulent pas le faire. Parce qu'ils disent, ouais, mais donner du contenu gratuit, après les gens, ils vont pas m'acheter mon produit, c'est pas le bon bail. Mais ça, c'est bullshit, c'est vraiment de la merde de penser comme ça. Parce que les gens qui vont consommer un contenu gratuit, c'est des gens qui probablement ne t'achèteront jamais ton contenu payant. Donc, faut raisonner à l'envers. Déjà, faut raisonner avec un peu plus d'humanité, arrêter tout le temps de vouloir que les gens payent, juste donner, comme on dit, donne, Dieu te le rendra. Gad Elmaleh disait, oui, mais quand? Alors ça, c'est la question, mais il faut pas attendre le quand. Donne. Et en faisant ça, tu gagnes de l'audience, tu gagnes de la communauté, parce que la personne qui ne t'aura jamais acheté ton produit, elle va écouter ton contenu gratuit, elle va se dire « Ah, mais franchement, c'est super cool, ça m'a aidé », elle va s'abonner à toi. Et on prend toute la force. Et c'est pas de la force perdue, parce que quelqu'un qui va liker mon post, et derrière, ça va apparaître sur le fil d'actualité de tous ses abonnés, et peut-être que parmi ses abonnés, il y aura un futur client à moi. C'est ça. La personne peut parler de toi, ou voir effectivement le commentaire. C'est ça. L'égoïsme à court terme, c'est complètement débile. Donc moi, je fais aucune rétention d'infos. Dans mon livre, je donne toutes les tips possibles et imaginables. Et là, de bon cœur, vraiment à grand plaisir, si ça peut aider les gens qui nous écoutent, je vais en donner aussi. Évidemment, on peut pas tout dire parce que, c'est complexe. Rapidement. Le but, le livre résume très bien. En plus, c'est ludique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des exercices, il y a des illustrations. Voilà, on comprend rapidement ce qu'on veut faire. Donc, c'est un peu une bible, un peu comme les cahiers de vacances, tu sais, quand on était gamine. Quelques bons conseils. Oui, la base. En fait, la base, déjà, c'est arrêter d'aller sur LinkedIn en créant directement du contenu. Ça, c'est l'erreur que font la plupart des gens. Ils vont sur LinkedIn, ils lâchent un post, ils sont là, ils attendent, ils voient ça gratte pas de like, et ils sont là en mode « Ok, ça marche pas, next, j'arrête ». En mode, c'est un jouet qui est cassé. Mais pas du tout, en fait. LinkedIn, il fonctionne très bien. Par contre, c'est ton process à toi qui est cassé et qui marche pas. Pourquoi? Parce que tu t'adresses à personne. Il y a pas d'audience. Les gens, ils sont pas là pour te lire. Rihanna, elle s'est pas pointée le lendemain où elle a décidé de devenir chanteuse au Stade de France, à chanter devant le stade énorme et en disant « Ouais, je comprends pas, il y a personne ». C'est logique. T'as pas créé ton audience. T'as pas fédéré les gens avant, donc tu t'adresses à un énorme public, faut pas t'étonner qu'il y ait personne qui soit assis dans la salle, en fait. C'est normal. Donc avant de créer du contenu, tu dois créer ton audience. Ça passe déjà, avant même de parler de ça, par l'optimisation de profil. Parce que finalement, on va pas se mentir, tu peux être sur Insta pour regarder des vidéos de chats et des trucs à la con, tu vois. Non, mais Insta, moi, je kiffe, tu vois, c'est ma safe place pour me détendre. Mais LinkedIn, si on est dessus, c'est qu'on a un objectif. On cherche un taf, on cherche un stage, on cherche une alternance, on est entrepreneur, on cherche des clients, on est une entreprise, on veut développer sa marque employeur. Donc, quand t'es dessus, c'est que t'as quelque chose à proposer. Qu'est-ce que tu proposes? Si je vais sur ton profil et que t'as pas de bannière, ou alors t'as des fleurs, ou t'as un avion, mais j'en ai vu plein comme ça, ils ont des trucs conceptuels, là, tu sais même pas ce que c'est en bannière. On sait pas ce que tu proposes, parce que ta bannière, elle est pas optimisée. Ta photo, il y a pas de photo, déjà. Titre, il y a un tiré du 6. Résumé, il y a pas de résumé, ou alors bonjour, je m'appelle Michel. Tu veux faire quoi avec ça? On comprend pas ce que tu proposes. Donc, comment tu veux convertir? On est là pour convertir sur LinkedIn. Donc, déjà, tu optimises ton profil. Comment? Tu vas expliquer ta proposition et aussi tes compétences et ton expertise en une phrase impactante qui commence par « je » plus verbe d'action. Moi, je prends toujours le même exemple. Par exemple, je suis consultant en communication. Je vais mettre « je fais rayonner la communication de votre entreprise » ou alors « je suis graphiste ».
j'en sais rien, design moi. Vos idées. Non, tu vois, je fais scintiller vos chartes graphiques. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Oui. On peut imaginer plein de choses. C'est vraiment adaptable selon les métiers. Mais en tout cas, une phrase, je plus verbe d'action, où déjà on comprend ce que tu proposes. Ensuite, on met 4 ou 5 bullet points sous cette phrase. Tu sais, c'est comme les boutons cliquables sur les sites. Et typiquement, tu vois, si on reprend mon exemple de graphiste, les bullet points, c'est quoi ? C'est tes expertises, tes compétences. Tu peux mettre Illustrator, Photoshop, charte graphique, carte de visite, print, tout ce qui va être finalement ton offre de service auprès d'une entreprise. Bon, là, évidemment, on est dans le cas, par exemple, de quelqu'un qui cherche des clients, donc un entrepreneur ou aussi un chercheur d'emploi. C'est déclinable après selon, mais c'est vraiment ce process qu'il faut retenir en tête. Et c'est déclinable même pour un chef d'entreprise, hein, si on identifie ce qu'on sait faire et on le valorise. Et ensuite, une petite phrase qui va être en bas à droite, pour moi c'est le meilleur emplacement, c'est la preuve sociale. En bas à droite de la bannière, une preuve sociale c'est quoi ? C'est finalement un élément qui va être rassurant et qui va être sécure pour la personne qui va te lire. Typiquement, moi je suis entrepreneur, ma preuve sociale, ça peut être plein de choses. Ça peut être, c'est des chiffres que je donne comme ça, hein, mais ça peut être plus de 2000 clients accompagnés en 2022, plus de 300 clients accompagnés depuis ma création d'entreprise. Si j'ai un site internet et que j'ai beaucoup d'avis, on va chercher ça. On va mettre 4,7 étoiles sur 5 sur 12 000 avis. On va essayer de faire un travail d'introspection et d'identifier qu'est-ce qui peut déclencher un peu le match auprès du lecteur, qui va se dire c'est la bonne personne, elle est compétente et elle a non seulement elle a les skills dont j'ai besoin, mais en plus de ça, elle a l'expérience dont j'ai besoin. Et ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde du travail ultra concurrentiel où moi, c'est ce que je mets dans mon agenda. Hein, si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, je veille à ce que mes prospects aient vraiment compris ça. Aujourd'hui, pour un secteur, un produit lancé, t'as 400 concurrents minimum. Donc, ce qui va faire la différence, c'est toi. C'est pas ton produit, c'est toi. Donc, il faut parler de soi. Donc là, en fait, on part sur du storytelling, on va y revenir. Ensuite, pour le titre, si je dois donner un tips, c'est finalement, en vrai, tu prends ta bannière et ensuite, ta bannière, c'est la colonne vertébrale de ton profil. De là, ça va être que de la duplication et de la paraphrase. Dans ton titre, tu vas reprendre la phrase que tu as mis dans ta bannière, tu vas la reformuler, tu vas reprendre, pareil, les bullet points que tu as mis, tu vas essayer d'en trouver de nouveaux ou alors de les mettre différemment. Pareil pour les preuves sociales, si tu en as des nouvelles, tu les insères. Et évidemment, le top pour un titre, c'est aussi de l'optimiser SEO. C'est-à-dire, tu vois, si je reprends l'exemple consultant en communication, le monde n'est pas binaire. Hein. Quelqu'un qui va chercher un consultant en communication, c'est beaucoup trop facile, il va pas taper consultant en communication. Donc en fait, il faut faire un peu un travail de profiler. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il peut taper ? Donc, typiquement, ça peut être stratégie B2B, marketing B2B, consultant communication... Essayez vraiment de faire ce travail-là et du coup de le mettre dans le titre pour ressortir dans les résultats de recherche LinkedIn. Et ensuite, dans le résumé, là, on peut plus s'éclater parce que y a 2600 caractères. Et là, l'idée, c'est vraiment pareil. C'est pas compliqué. Tu reprends la bannière, tu reprends les éléments et juste tu développes beaucoup plus. Ok, c'est ça les bullet points que je sais faire. Comment Photoshop, comment Illustrator, comment Print, voilà les expériences que j'ai eues par rapport à ça. Preuve sociale, plus de 2000 clients accompagnés en 2022. Comment, pourquoi, process, tu vois. Là, tu déroules, tu peux kiffer et tu peux te faire plaisir. Et en fait, tu fais connaissance avec ton interlocuteur comme ça. Et finalement, qu'est-ce que c'est un profil LinkedIn ? C'est une page de vente. Et faut pas le négliger, vraiment. Parce que quand tu crées du contenu, tu travailles ta notoriété, ta visibilité. Mais le profil LinkedIn, c'est la conversion. Et l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Tu peux te taper un post à 2 millions de vues. Si derrière, la personne qui est curieuse et qu'elle va sur ton profil, elle comprendra pas ce que tu fais, tu vas pas convertir. À l'inverse, t'as un profil qui est tarpin converti. T'as un profil qui est tarpin optimisé. C'est là mon côté marseillais, pas du tout marseillaise, qui ressort. S'il est hyper optimisé, mais que derrière tu crées pas de contenu, y a personne qui va avoir ton profil, ça n'a aucun sens. C'est complémentaire. Donc après, si je dois donner des tips rapides sur la création de contenu, j'ai une dualité sur ça. Hein. On en parlait quand on bouffait tout à l'heure. C'est pour ça que je vais donner la version de mon livre, qui est la version la plus impactante pour vraiment arriver à être efficient. C'est des phrases courtes,
Déjà, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité, les gens, ils ont plus de capacité de concentration, on a le cerveau d'un bigorneau, on est fatigué. Non, mais c'est vrai, on rentre chez soi. On consomme trop de contenu rapide, de toute façon. Ouais, non, mais on est aliéné au contenu et il y a ce qu'on appelle de l'infobésité. C'est-à-dire que là, on est dans une phase du monde où on emmagasine du contenu, on ne peut plus gérer, en fait. On est en surcharge d'informations, vraiment. Donc, les gens, ils ont besoin d'être aidés et d'être accompagnés. Tu leur sors un contenu bourratif d'un bloc, ah non, vraiment pas. Donc, si tu veux les aider, des phrases courtes. Phrases d'accroche extrêmement importantes, parce que le bouton voir plus sur LinkedIn, il arrive très rapidement, au bout d'une ou deux phrases. Oui. Donc, il faut que tu donnes envie aux gens d'appuyer sur voir plus. Donc, je dis pas d'être putaclic, mais en tout cas, il faut arriver à mettre un peu d'intrigue et de curiosité. Donner envie, à bien choisir ses premiers mots, c'est ça, pour donner envie. Et aussi, on est dans un monde où la seule presse aujourd'hui qui n'est pas encore morte, c'est Closer et Public. Les gens sont des grosses fouines, on va pas se mentir, qui, tu sais, avec ce côté un peu voyeuriste et tout. Ouais. Donc, quand tu parles de toi, les gens kiffent. Y a la team qui dit oui, gna gna, mais les égocentriques, non, arrêtez votre hypocrisie à 2 balles, tout le monde kiffe. La télé-réalité, quel que soit le niveau, n'aurait pas marché sinon et ne marcherait pas. Voilà, totalement. Donc, l'hypocrisie, tu vois, c'est pareil, tu vas demander aux gens, ouais, t'écoutes Justin Bieber, pas du tout. Alors que le mec il remplit le mec il remplit des salles de ouf et c'est une superstar. Arrêtez un peu. Mais tu sais, c'est pareil pour Le Pen. Hein. Personne. Moi FN, je vote FN jamais de la vie. Alors qu'à côté, au deuxième tour. À côté, sur le deuxième tour à chaque fois, ils se grattent quasiment 50% et tout. Voilà, ça c'est l'hypocrisie à 2 niveaux des gens. Donc du coup. La phrase d'accroche, elle doit être impactante. J'ai réussi à faire un pont avec le FN et LinkedIn, c'est quand même fabuleux. Et elle doit être impactante, et elle doit commencer par « je » et verbe d'action, pour déjà être dans le dynamisme et la projection pour l'audience. Et ensuite, moi, je favorise une structure de saut de ligne, ce qui est très personnel, mais ça a fonctionné pour moi, donc après, chacun en fait ce qu'il veut. C'est très axé page de vente et newsletter, hein. Ça me fait penser à ça aussi, hein. Ouais. Avec les espaces, l'aération. Oui, mais c'est ça, parce qu'en fait, tu sais, moi, je suis profondément convaincue que le fond compte même peut-être moins que la forme, parce que la forme, c'est ce qui va aller chercher les gens et leur donner envie. Si elle est pas bonne, bah c'est pas attrayant en fait. Enfin, donc oui, il faut mettre en forme le texte pour créer une espèce de confort visuel aux gens, pour les accompagner. Surtout que tu peux faire des posts longs sur LinkedIn, tu peux faire 3000 caractères. Donc, il faut arriver à tenir les gens aussi longtemps quand même. Hein. Donc, la forme, avec, moi, je favorise le saut de ligne, des phrases courtes et aussi du rythme. C'est-à-dire que tu peux alterner le long et le court. Genre, tu fais une phrase courte, après, tu peux faire des micro-blocs, genre de 2 phrases collées, refaire du court. Et en fait, ça crée un leurre psychologique pour le lecteur. C'est-à-dire qu'il va se dire, bon, bah ça va, là je lis du long, mais juste après il y a du court. C'est un petit peu encourageant quand même. Et donc ça, c'est pour la structure. Et après, moi, je dirais que, on va être honnête, les gens, ils lisent beaucoup les posts LinkedIn en diagonale. Donc c'est pour ça... Début et fin. Ouais, moi, je dirais vraiment, concentrez-vous sur la phrase d'accroche pour encourager le lecteur. Ensuite, sur le rythme pour les tenir. Et surtout, sur la phrase de fin qui est hyper importante. Finalement, LinkedIn, c'est comme dans la vie. Ce qui compte, c'est la première et la dernière impression. Comme nos fameuses dissertations quand on écrivait à l'école qui étaient chiants parce qu'on savait pas quoi mettre dans le contenu. Et en fin de compte, on disait l'intro, la fin, c'est un argumentaire. Et la fin, c'est quoi ? C'est quoi ? Un appel à action ? Tu vends quelque chose ? Surtout pas. Tu sais, il y a les petits tirets avec « je suis nanana », c'est très tendance en ce moment. Ouais. T'en penses quoi ? Bah, ça peut, mais je suis pas fan. Je suis pas fan parce qu'en fait... Pour moi, un bon post LinkedIn, c'est un post qui fait écho aux gens et qui les fait réfléchir. Et tu fais pas réfléchir les gens quand tu dis je me présente, je suis Saint-Glinglin, je vends des confettis au marché de Barbès. Surtout que la personne, si elle adore ton post et qu'elle le voit jusqu'à la fin, elle ira voir ton profil. D'où l'optimisation aussi. Ouais, pour moi, en fait, justement pour encourager la curiosité des gens et surtout pour leur donner de la valeur, parce que c'est quand même ça aussi l'essence de LinkedIn, c'est terminer sur... pas une morale, parce qu'on n'est pas là pour se la péter et pour être condescendant, mais en tout cas quelque chose qui questionne, qui fait réfléchir. Et quelque part, c'est un appel à l'action, mais beaucoup plus subtil et beaucoup plus implicite. Typiquement, les trucs grossiers, style « Qu'en pensez-vous ?» Non, c'est fini. Ça, c'était en 2004, ça n'intéresse personne. Là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus smart, c'est-à-dire...
tu vas en tirer un enseignement de ton post et tu vas partager ta vision. Enfin, tu vois, typiquement, je te donne vraiment un exemple, je fais un post sur le harcèlement scolaire. Bah, pour moi, une bonne fin de post sur cette thématique-là, c'est de dire ne subissez pas, ne restez pas dans le silence, agissez. Et bah ça, tu vois, ça questionne, c'est des mots forts. Et on termine quand même sur quelque chose qui est censé résonner chez les gens. Et cette notion de résonance, elle est importante parce que c'est ça, finalement, le call to action implicite qui va faire que les gens vont commenter. Et c'est ça qu'on veut, finalement. Et c'est pour ça qu'en vrai... Tu vois, l'erreur des gens, c'est qu'ils veulent tout dire dans un post. Surtout pas. Alors aujourd'hui, on est dans un monde de création de contenu où il n'y a plus de place dans la nuance. C'est horrible, hein, mais c'est très important de le comprendre. Quand tu écris un post, il faut que tu choisisses ta sortie d'autoroute. Ça, c'est fondamental. Et tu sacrifies l'autre partie de ton mindset. Ça sera pour les gens qui vont venir en commentaire et qui vont dire « Ouais, mais attends, mais il est un petit peu linéaire, ton post, il est un petit peu binaire, c'est pas que ça. » Oui, tu as raison, c'est pas que ça. Et du coup, là, on débat, on discute, et c'est là pour ça. Mais tu peux pas perdre les gens. T'es pas là pour faire un débat, un micro-trottoir ou quoi dans le post. Ça, tu le fais en commentaire. Dans un post, tu dois choisir une position et être très, très, très ancré avec ça. Donc ça, déjà, c'est très important de le comprendre. Après, là où on en parlait en off, et moi, j'ai une grosse dualité en ce moment sur le copywriting. Alors évidemment, ça questionne pas du tout ce que je viens de te dire. Et pour moi, ça, c'est le bon process. Si on doit aujourd'hui dire un bon process, c'est celui que je viens de dire. Maintenant, moi, ce que je vais te dire, c'est très personnel. J'ai de plus en plus de mal avec le copywriting. Parce que je suis dans un moment aussi de ma vie où je vais de plus en plus vers un maximum d'authenticité et de straight, tu vois. Je me pose plus de questions. Avant, je te disais en off, je pouvais mettre 2 heures à écrire un post parce que j'écrivais mon post d'un jet comme je le préconise dans mon livre et puis ensuite je le retravaillais en disant non, là t'as dit on c'est trop abstrait en copywriting, ça marche pas, là t'as pas commencé ta phrase d'accroche par je refaire, je refaisais tout. Du coup oui, mes posts étaient hyper calibrés LinkedIn, ils faisaient des millions de vues et je savais pourquoi, entre le fond et la forme il y avait une synergie, on s'y retrouvait. Aujourd'hui j'ai de plus en plus de mal avec ça. Aujourd'hui j'écris déjà mes posts. Bon, après, voilà, c'est l'expérience, c'est l'expertise, mais j'écris mes posts entre 5 et 10 minutes, pas plus. Et j'aimerais donner ce conseil aux gens, en nuançant toutefois avec ce que j'ai dit juste avant, parce qu'il y a un équilibre à trouver. Oralisez vos posts, comme moi je le fais aujourd'hui. Parce que je le constate, les gens en ont ras le cul des réseaux sociaux hyper formatés, des gens hyper formatés en général. Ils veulent du naturel, de la spontanéité, de l'authenticité, et ils veulent avoir la sensation qu'en fait, quand ils lisent ton post, c'est comme si t'étais en phase 2 et que t'es ta pote et que t'es en train de leur raconter une histoire. Et pas avoir la sensation de lire une lettre de motive ou un truc comme ça. Tu vois, nonobstant le fait de cher réseau... Oui, si vous parlez pas comme ça, ne soyez pas comme ça. Exactement, c'est ça. Et moi, j'oralise de plus en plus mes posts. Donc aujourd'hui, typiquement, je fais des trucs qui sont contraires de ce que je mets dans mon livre et ça me fait rire. Et je le fais en connaissance de cause et je m'en tape parce que dans la vie, je parle comme ça. Tu vois, je mets des « on » maintenant dans mes posts, mes phrases d'accroche. Avant, elles commençaient systématiquement par « je » plus verbe d'action, maintenant plus du tout. Mais c'est comme ça que ça sort dans ma tête. Oui, je dirais d'être sincère, d'être réel. Il y en a qui vont facilement écrire. Tu vois, moi j'ai des difficultés à écrire, donc j'écris plutôt court. J'ai toujours écrit comme ça. Et fin de compte, mes clients, mes abonnés ont l'habitude. Et c'est pareil pour la fréquence. Régulièrement, on me dit oui, mais il faut faire quoi ? Faut faire un rythme. Alors, faire un post pour faire un post, ça sert à rien. Mais le rythme va venir. Par contre, comme pour les newsletters, je disais ça il y a 15 ans quand même. Soyez réguliers. Si vous faites un article par semaine, faites-le une par semaine, mais ne décalez pas une par semaine, un tous les 3 mois, etc. Donc soyez régulier, l'algo va vous reconnaître, mais quel est votre but, votre intention ? C'est comme pour la communication en général. Totalement. Non, mais tu vois, ça n'a aucun sens de se dire, ouais, je vais me cramer la gueule à faire un post par jour. Je fais un petit burn-out et... Non, mais c'est ça. Mais tu sais, ils partent tous comme ça, hyper dans le sprint. Non, identifiez un rythme qui est le vôtre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que votre bon rythme à vous pour respecter votre charge mentale et votre énergie. Et fixez-vous. C'est un marathon LinkedIn, non, c'est pas un sprint. Ce qui compte, c'est de rester sur la durée. Tu l'as très bien dit. L'algorithme, au bout d'un moment, il te reconnaît, il te pousse. Et puis surtout, les gens, ils te reconnaissent. Tu vois, quand je parlais du process, créer votre audience avant votre contenu, c'est ça le process en fait. C'est d'aller s'intéresser aux autres, d'aller commenter les posts des autres, ça c'est extrêmement important. Et tu crées pas de contenu pendant minimum 3 semaines, 1 mois. Et entre-temps, tu t'es créé une audience
qui te reconnaîtra comme la meuf ou le mec sympa qui commente et qui envoie des messages privés pour remercier de la qualité du contenu. Et t'inquiète pas que le jour où toi, tu vas créer du contenu, il y a un biais humain très fort de reconnaissance qui va se passer, où les gens ils vont dire « Ah, mais tiens, mais c'est machin, ça fait un moment, il me soutient, il est trop sympa et tout. » Évidemment, je vais pas faire le crevard, je vais aller liker, je vais aller commenter, parce que lui, il me supporte depuis un petit moment. Et c'est un réseau humain, réseau social, mais réseau humain. Mais tu vois, pour revenir rapidement sur la question d'avant, moi, aujourd'hui, je suis vraiment à une période de ma vie où j'élimine un maximum de charge mentale. Et pour être très honnête avec toi, à un moment, LinkedIn, pour moi, c'était devenu une charge mentale parce que trop de casse-tête autour de repasser sur les posts pour le copywriting, pour le ci, pour le ça. Alors, c'est mon taf. J'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise et c'est copywriter comme il faut. Et voilà, on est carré et on sait ce qu'on a à faire. Mais pour moi, pour mes propres posts, j'ai plus envie de ça. Tu es plus légère. Parce que déjà, de base, je suis pas réseau et surtout, encore une fois, c'est très énergivore. Donc, voilà, beaucoup plus d'authenticité. Et après, je te le disais aussi en off, je pense que je peux me permettre ça parce que mon audience, elle est là, elle est construite. Et après, on n'aura jamais la réponse. Mais des fois, tu sais, en ce moment, je me pose et je me dis, je me demande quand même si avec les posts que je lâche en ce moment, qui sont un peu balèques, en mode, je les retravaille pas, je suis vachement dans le naturel, beaucoup plus qu'avant et tout. Je me demande si, entre grosses guillemets, j'aurais percé avec ces posts-là. On n'aura jamais la réponse, mais tu vois, ça me questionne quand même. Justement, ma question qui suivait, donc tu fais le pont, c'est qu'est-ce que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu LinkedIn ? Imaginons qu'il n'y ait pas ce réseau social, alors peut-être un autre. C'est plus de la réflexion dev perso, parce que là, les astuces LinkedIn, on pourra voir ton ouvrage, on va mettre les références pour les auditeurs qu'on a là. Le but, c'est d'aller voir ça. Et moi, j'aimerais savoir, c'est effectivement, si LinkedIn n'existait pas, tu penses que Dory, t'aurais fait quoi ? Franchement, j'aurais continué des tafs alimentaires. Il y a aucun doute là-dessus, vraiment. Tu sais, moi, à la base... j'ai jamais rien fait de ouf, hein. J'ai bossé à la CAF, j'ai bossé à la CPM, alors j'ai énormément de respect pour les gens qui bossent là-bas, hein. Il y a aucune honte, mais je veux dire, c'est très 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 loin de ce que je fais aujourd'hui. J'étais caissière, j'étais vendeuse, et pour moi, je le répète, je méritais que ça, parce que j'ai que un bac littéraire, hein, j'ai pas fait d'études supérieures, j'ai pas de piston, j'ai pas de contact, et en plus, j'ai passé 12 ans à Nice et franchement, tous les Niçois te le diront, Nice, pour trouver du taf, si t'as pas de piston, tu crèves la bouche ouverte, mais vraiment, c'est un enfer. On me l'a déjà dit. C'est un enfer. Donc, j'aurais pris un taf alimentaire. Et tu sais que vraiment, sans rire, hein, c'est ce que je disais à mon ex, je me suis mis une deadline d'1 mois sur LinkedIn. Vraiment. Parce que j'étais en fin de droit au chômage et je lui ai dit, si je trouve pas un taf dessus, je vais repostuler pour refaire de la caisse et refaire de la vente. Et j'étais totalement en paix avec ça aujourd'hui, au même titre que moi, je suis quelqu'un qui est très, très, très ancré avec les réalités. Genre, je vis pas au-dessus de mes moyens ou quoi que ce soit, tu vois. Et j'ai parfaitement conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et je suis vachement en paix avec ça. Et surtout, pour moi, la réussite, elle est intérieure. Elle est mentale. Elle est dans tes valeurs, elle est dans ton éthique. Elle est pas dans ta thune, elle est pas dans ton taf. Enfin, un peu quand même dans le taf. Si tu fais des trucs dans l'impact social, oui. Mais elle est pas dans ton statut social. C'est toi en tant qu'humain. Et moi, m'étant détachée de l'ego avec le temps et avec l'expérience, pour moi, ce n'était pas une honte vraiment de dire à mon ex, je vais redevenir caissière si dans un mois LinkedIn ne donne rien. Et même aujourd'hui, je peux te le dire, vraiment, et ça, je l'ai déjà dit en interview, si il y a un moment où je vois que c'est irrationnel, hein, parce que je touche du bois, tout va très bien pour moi, mais s'il y a un moment où ça part en couille, j'ai aucun problème à refaire de la caisse ou de la vente, parce que moi... tu sais d'où tu viens. Je sais d'où je viens, et à partir du moment où j'ai le minimum d'argent pour vivre, en fait, c'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin d'un truc délirant avec un cadre de vie. Pour impressionner qui ? Pourquoi faire ? Tu vois, regarde, je porte même pas de marque. Tu sais, les gens qui veulent prouver des trucs avec des Balenciaga en 4x3, vous cherchez à impressionner qui ? Cherchez à vous impressionner vous-même. Vous vivez pour les apparences, ça n'a aucun sens. Donc ouais, j'aurais fait un taf alimentaire et ça aurait été parfaitement ok. Et j'aurais probablement été très heureuse et qui sait, peut-être même plus heureuse encore que je le suis aujourd'hui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Avec le si, on peut. Je suis pas malheureuse aujourd'hui, attention. En plus, je suis profondément épanouie dans ma vie pro, mais je veux dire par là,
Pour moi, ton bonheur, il est intérieur. Imagine, tu vois, si j'avais été caissière et j'aurais une super équipe, un super manager ou quoi. Ouais, ça aurait pas été un taf de ouf, mais tu peux trouver ton équilibre différemment. Il y a pas de sous-métier. Il y a que ce que t'en fais, en fait. Je pense que s'il n'y avait pas eu LinkedIn, de toute façon, la manière dont tu l'approches ou tu l'écris, c'est ancré dans ton histoire et c'est toi qui impulses. Avec un autre outil, tu aurais fait une route similaire. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu tracées et on prend des chemins détournés pour arriver à une réalisation de soi. En fin de compte, c'est un peu ça qui me vient dans les parcours. C'est toujours un peu atypique parce que ce soit LinkedIn, ce soit le web, ce soit une reconversion, ce soit la création d'un produit dans une start-up, dans la food, etc. C'est souvent ça. Et on pourrait parler des heures, hein, évidemment. Et, oui. Je pense qu'il y aura même l'occasion d'un autre podcast un peu plus axé sur ta vision. Ah, de ouf. J'ai 2-3 idées. Avant de finir cet échange qui est très axé LinkedIn, justement, j'ai 2 questions. Ouais, grave, vas-y. Comment tu vois LinkedIn, les réseaux sociaux dans 5 ans, dans 10 ans? Tu penses, quand tout le monde visait sur Facebook il y a quelques années, on voit ce que c'est devenu, c'est moins fréquenté, c'est plus pour les seniors. Comment toi tu vois LinkedIn dans 5-10 ans? Bah déjà, pour moi, LinkedIn, ça va prendre en vitesse. Parce qu'aujourd'hui, franchement, quand je parle de LinkedIn aux gens, la moitié me disent « Ah, mais c'est pas le réseau de chercheurs d'emploi ?» Et l'autre moitié me dit « Ah, mais c'est pas ce réseau où tout le monde s'autosuce ?» Je te jure que c'est vrai. Hein. Et que ça soit des chefs d'entreprise ou quoi, qui voient ça de l'extérieur, qui me disent ça « Ah non, mais j'ai rien à faire dessus, même pour parler de ma boîte, j'ai pas envie. Je veux pas être comme ces chefs d'entreprise qui font que se la péter et tout. » Ça a très mauvaise image, mais en fait, c'est un peu injuste. Parce que oui, c'est ça. On va pas se mentir. Oui, de base, à l'essence, LinkedIn, déjà, c'est un réseau de chercheurs d'emploi, il faut le rappeler. Et oui, il y a énormément de gens qui s'autosucent sur LinkedIn, c'est une réalité. Mais tu peux déconstruire ça. Est-ce que ça veut dire que si toi, tu vas dessus, tu vas être obligé de le faire? Pas du tout. Non. Au même titre, tu vois, je te disais, moi, je vois un post écrit d'un blog, j'aime pas ça, bah, je vais pas le faire chez moi. Donc, tu peux transformer ça à ta façon. Donc, je pense qu'avec le temps, les gens vont revoir leur vision. Parce que ils vont prendre conscience de la puissance du réseau. Et on parle vraiment de puissance. Tu vois, il y a pas longtemps, je discutais avec une meuf. Elle a 200 000 abonnés sur Insta, mais elle transforme rien. Elle gagne pas d'argent dessus. Et elle me disait, putain, je pense que je vais commencer à m'intéresser à LinkedIn parce que sur Insta, on gagne pas de thunes. Et c'est la réalité. Tu vois, moi, j'ai 68 000 abonnés sur LinkedIn. Et pourtant, je gagne très bien ma vie, alors que si j'avais eu la même chose sur Insta, je serais une goutte d'eau dans un océan d'océans. C'est Inception, le truc. J'existe pas. Parce que t'as même des gens qui ont des millions et des millions d'abonnés et qui percent peut-être même pas. C'est un peu la norme sur Insta. Et c'est B2C, enfin, tu vois, c'est une autre cible. Alors que sur LinkedIn, mais les gens, ils mesurent pas, mais ils vont mesurer de plus en plus avec le temps. Parce que je pense que les gens auront de plus en plus un vécu comme moi, à un moment de se dire, soit je trouve pas de clients via Malte, si t'es entrepreneur, soit je trouve pas de taf via Pôle emploi, via Monster, via Indeed et tout. Et en fait, LinkedIn jouera un peu ce rôle de plan B, en mode, je vais dessus parce que j'ai pas le choix. Parce que moi, là-bas, je détestais LinkedIn. Hein. Pour moi, c'était un réseau de droite patriarcale. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ah ouais. C'était un réseau de boomers, Gérard, 58 ans, qui t'apprend la vie à toi, femme débile qui comprend rien. Je voulais pas y aller. J'ai bien aimé le résumé. Mais vraiment. Hein. Et les gens vont revoir leur positionnement parce qu'ils vont voir l'enjeu et ils vont comprendre qu'en fait, c'est quoi la réalité? C'est que toutes les boîtes sont dessus. Hein. Donc, que tu sois entrepreneur, que tu sois chercheur d'emploi, les portes qui peuvent s'ouvrir pour toi, qui sont intéressantes, elles sont dessus. La presse est dessus, les médias sont dessus, les journalistes sont dessus. Tout se passe sur LinkedIn. Donc, aujourd'hui, si tu veux, pour être très pragmatique, on est, je pense, 4-5 à se partager le gâteau. Hein. Peut-être même un peu moins que ça, hein. Et c'est ce qu'on me dit, hein, on voit toujours les mêmes têtes ressortir. Et tu sais, c'est un peu une petite soirée, LinkedIn. Hein. C'est un réseau énorme, parce que Dieu sait que c'est énorme, hein, c'est international, mais en France... Il y en a peu qui prennent la parole et qui osent le faire. Il y en a peu qui prennent la parole, qui osent le faire, et qui ont de la visibilité. Enfin, tu vois... La création de contenu que je fais sur Insta, j'existe pas, mais sur LinkedIn, aujourd'hui, on me reconnaît de ouf dans la rue. Mais genre, il y a des semaines, on va me reconnaître 20 fois dans la rue, alors que j'ai je le répète, que 68 000 abonnés. Et j'ai un copain, il y a pas longtemps, il m'a dit « Ah ouais, mais je crois que t'en avais 400 000 !» Parce que l'impact est différent. Parce qu'on est peu à avoir de la lumière réellement sur LinkedIn. Mais ça va pas rester comme ça. Pour moi, c'est impossible. Et tant mieux. Moi, tu vois, je vais pas te tenir un discours égocentrique en mode... Certains en ont, hein, on en a parlé en off, c'est mon LinkedIn,
LinkedIn, il n'y a que moi qui a la légitimité, il n'y a que moi qui a l'expertise. Vous dégagez les petits jeunes qui prennent la place. Pas du tout. Venez, faites votre place, amusez-vous. Et vous aurez votre audience. Vous aurez votre audience. Si on a la même, et ben avec grand plaisir. Si on a une audience différente, et ben voilà, advienne que pourra, et grand bien vous fasse. Mais surtout, venez parce que ça peut changer votre vie. Moi, ça a changé la mienne. Et j'encourage vraiment chaque personne à réaliser ça parce que moi, tu vois, quand je vois des gens galérer, quand j'interviens dans les universités et tout, et que je vois des stagiaires qui, putain, la génération Z, je les bénis, hein, ils ont du plomb dans la tête. C'est eux l'avenir du monde du travail. Ils déconstruisent ce système sclérosé à base de je rentre dans un taf à 18 ans jusqu'à mes 64 ans et j'en change jamais parce que, oh là là, surtout pas, le changement, la nouveauté, ça fait peur. Et tu te fais traiter comme une merde pendant toute ta vie pro et tu questionnes pas ça parce que tu te dis la sécurité, ça trigger. Non, eux, ils ont pas peur. Ils sont très audacieux. Ils veulent des conditions de travail. Ils veulent vraiment du sens. Ils veulent de l'impact social. Et ben, quand je les ai, eux, en face de moi, qui me disent ouais, je trouve pas de stage, je comprends pas, machin, et je suis là pour ça. Je leur dis LinkedIn. Et après, quand ils m'écrivent et qu'ils me disent ouais, ça y est, j'ai créé du contenu, je commence à recevoir mes premières propositions, je me dis mais oui, mais bravo, et il faut continuer. Et je pense que vraiment, ils vont être de plus en plus à le faire aussi grâce aux profs, tu vois. C'est les profs qui me proposent de venir en université, c'est des profs qui comprennent ça. Donc, ils enseignent aussi ça aux étudiants. Et tu sais, après, c'est le bouche à oreille, c'est oui, mais va sur LinkedIn parce que... Enfin, voilà, il y a un impact, il y a ci, il y a ça. Donc oui, pour moi, LinkedIn, ça va grave monter en puissance dans les années à venir. Pour moi, dans 5 ans, ça va être fini le temps où on va dire, ouais, LinkedIn, c'est point. Non, on va être beaucoup plus. Et vraiment, j'ai hâte que ce moment-là arrive parce que je te dis, pour moi, ce monopole-là, il est malsain. Parce que ça crée des guerres d'ego auxquelles je ne veux absolument pas faire partie. Tu sais à quel point je fais cavalier seul et je fais je fais d'entre-soi avec personne, je m'en garde, mais justement, ça va péter encore plus ça, et ça va créer beaucoup plus de diversité et un vrai écosystème aussi éclectique, et moi, j'ai hâte qu'on en soit là, vraiment. Peut-être qu'on refera un épisode dans 5 ans, on fera le bilan de ça. Avant de te laisser, j'ai toujours ma question un peu adorée, chouchou. Aujourd'hui, en face de toi, à ma place, tu as la Dorite de 10 ans, tu as la Dorite qui a 15 ans, tu lui dis quoi aujourd'hui ? Oh, je lui dis accroche-toi, la vie elle va être compliquée. Hein. Je sais pas si je lui dirais le pire reste à venir ou le pire est derrière toi. Parce qu'à 15 ans, j'avais déjà bien ramassé dans la gueule, mais il m'en restait encore beaucoup à ramasser dans la gueule. Je lui dirais la vie, elle sera très 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 dure, mais t'as l'habitude. Donc accroche-toi parce que il y aura un arc-en-ciel derrière les nuages, même si des fois t'en douteras. Je lui dirais ça. Mais je pense qu'en vrai, aujourd'hui, elle serait fière parce qu'elle était très inhibée et elle osait pas parler devant des gens. Elle était seule avec ses livres, avec ses dessins. Elle passait des heures et des heures à jouer au foot. Et elle vivait dans sa tête, en fait, très, très, très solitaire. Et pour elle, les gens étaient dangereux. Elle faisait confiance à personne, elle se méfiait de tout le monde. Après, c'est l'éducation qui a fait que... Mais je voudrais lui dire pense que tu peux déconstruire et reconstruire. Ça, pour moi, c'est une notion très importante. C'est arriver à déconstruire tous ces traumas, toutes ces barrières mentales, toutes ces pensées limitantes qu'on a jeune ou moins jeune, et reconstruire, transformer son passé. Et ouais, lui dire ça, lui dire t'inquiète pas, tu vas le transformer, ce passé de merde, en quelque chose de meilleur, quoi. Merci pour cet échange, parce que ça va vraiment parler à beaucoup de personnes qui se donnent pas du tout de valeur, qui pensent qu'ils n'ont pas des millions d'abonnés, ils pensent qu'ils n'ont pas 15 000 € pour lancer leur société. Et c'est cette nouvelle génération, même si on est plus âgé que certains, qui permettent que tout est possible. Il y a beaucoup d'acteurs qui parlent de rêve, de la possibilité, et moi je le dis, que ça démarre par une maladie, par une situation familiale compliquée. C'est vraiment ça qui est possible, et merci de ce temps, parce que je pense que ça va servir
servir. On s'en rend pas compte, mais tout ce qu'on se transmet à travers nos contenus, nos vidéos, en tout cas moi c'est à travers la vidéo parce que j'aime l'échange, et ben ça va servir pour beaucoup. Donc merci. Merci à toi de me permettre de passer ces messages. Et oui, pour moi, la transmission, c'est hyper important. Moi, je pars du principe que quand tu as de la visibilité, tu n'as pas le droit, en fait. J'emploie le mot, c'est fort, mais tu n'as pas le droit de garder certains messages pour toi. Tu dois essayer de changer les choses, d'avoir un meilleur impact à ton petit niveau. La visibilité, c'est un énorme pouvoir, c'est une grande responsabilité. Et pour moi, la mienne aujourd'hui, c'est essayer, justement, comme je te dis, de dire aux gens, vous avez de la valeur, croyez en vous. Donc merci beaucoup à toi de me donner cette voix aujourd'hui. J'ai passé un super moment avec toi.